Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le 10 février et nous sommes en direct. Pendant 60 minutes, vous le savez, nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Vous le savez désormais, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos questions, vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec nos invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau. Monsieur Hassan Smili, vous êtes directeur du pôle études et recherches au Conseil supérieur de l'éducation. Bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur Mohamed Derrij, vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation. Et enfin, monsieur Fouad Chafiqi, directeur des curricula au ministère de l'Éducation nationale. Ce samedi 6 février, à La Ayoun, le ministre de l'Éducation, Rachid Belmokhtar, a présenté le plan de sauvetage de l'enseignement public. Un plan qui comporte plusieurs volets que nous verrons ce soir, dont celui de la réforme des curricula. Cela s'inscrit notamment dans la volonté de promouvoir une école de la qualité pour tous, pour reprendre les termes du Conseil supérieur de l'éducation, qui a rendu en mai dernier le rapport sur sa vision stratégique 2015-2030 pour l'éducation. Alors, en quoi consiste précisément cette réforme des curricula? Que sont les curricula? Qu'est-ce que cela englobe? Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Comment les changements vont-ils être mis en place? Quels sont les résultats attendus de ces modifications? Réforme des curricula, pourquoi et surtout comment? Ce sera le titre de l'émission de ce soir. Alors, messieurs, je veux dire, on va déjà commencer par le commençant, essayer de définir ce que sont les curricula, parce que nous, on peut penser programme, méthodologie. Qu'est-ce que ça englobe, les curricula? Vous qui êtes responsable, directeur des curricula au ministère. Pour dire simple, je dirais que les curricula, c'est un cadre de référence qui englobe plusieurs composantes qui doivent être articulées de façon très cohérente et qui partent des valeurs qui doivent être véhiculées dans les programmes scolaires, mais aussi dans la vie scolaire, qui comportent aussi des références de compétences à développer chez les jeunes et les programmes scolaires. Donc, trois composantes, des choix en termes de valeurs, des compétences à développer chez les apprenants et des programmes scolaires. Ces trois composantes, ils ne doivent pas être séparées. En fait, c'est une imbrication d'une composante par rapport à l'autre. Il y a une complémentarité, certes, qui doit émaner dans la construction. C'est pour cela que la construction d'un nouveau curriculum, c'est une entreprise de longue haleine qui suppose un engagement de plusieurs parties prenantes, du politique aux gestionnaires de l'éducation jusqu'aux praticiens dans les classes, dans les acteurs pédagogiques. Donc ça, c'est une définition un peu simpliste de ce qui est un curriculum scolaire. Il y a d'autres définitions, mais qui renvoient à d'autres angles d'attaque. Un curriculum, on peut le voir comme étant une prescription. Dans un État, dans un pays, il y a une prescription de ce que doit se faire dans les établissements scolaires, dans les classes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un curriculum prescrit. Mais il y a aussi des curriculums ou du curricula réels. Un curriculum des curricula. Des curricula. Donc des curricula réels tels qu'ils sont pratiqués dans les classes. Et ça, le gap entre ces deux manières de voir un curriculum d'un pays, plus le gap est grand, plus les résultats sont mauvais. Plus le gap est petit, plus les résultats sont bons et sont les résultats qui sont préconisés par le curriculum. On peut parler par la suite des facteurs qui influencent. Alors justement, on va y arriver, on va justement, parce qu'on va parler de la réforme des curricula, mais quand on parle réforme des curricula, avec la définition que vous nous donnez, c'est en gros, il faut qu'on change le logiciel. On n'est pas seulement dans la réforme des manuels scolaires, il y a toute une conception aujourd'hui qui est à revoir en fonction d'un objectif qu'on peut avoir pour la société finalement. Oui. Parce que là, on est en train de parler d'un modèle pédagogique, et c'est le cas actuel, le modèle pédagogique en vigueur, a montré, bon, il y a évidemment depuis la charte, depuis 2000, entre 2000 et 2013, il y a eu pas mal de réformes à ce niveau-là et d'efforts, mais il y a pas mal de dysfonctionnements aussi, ces dysfonctionnements qui donnent les résultats actuels du système éducatif, et donc la réforme s'impose au niveau des curricula, c'est-à-dire au niveau des contenus, au niveau le système des valeurs est plus ou moins le même, on va en parler peut-être, mais aussi les programmes, les contenus des programmes, ce qui caractérise par exemple maintenant
le curriculum, c'est connu, ça est pléthorique au niveau des contenus. Il est rigide, c'est-à-dire que au niveau de la pratique, il y a trop de choses, il est trop varié, l'ambition est trop grande ou c'est... Les programmes sont trop chargés. Trop chargés. Les programmes sont trop chargés, ce qui fait qu'on n'a jamais le temps de bien faire. Les méthodes pédagogiques sont surtout des méthodes traditionnelles de transmission parce qu'on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas travailler dans un esprit de méthode, par exemple, constructiviste, où on fait active, où on fait intervenir l'apprenant, où il participe à son apprentissage, etc. Tout cela, ce n'est pas possible quand on a un programme aussi chargé et aussi pléthorique. Et puis les résultats, enfin, on a vu au niveau des différentes enquêtes internationales, les enquêtes nationales également, que les résultats sont très faibles. Alors, on va y arriver justement. Ce serait bien de voir aujourd'hui quel est le curriculum aujourd'hui, de voir quels sont les points centraux qu'il va falloir modifier. Sidrij, par rapport à cette notion de curriculum, de curricula, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Un peu en arrière. Quant à la manière, la réforme a vu le jour. C'était un conflit quand même très important au niveau des ENS, les écoles normales supérieures, de la faculté des sciences, parce qu'on était toujours lié au concept français qui parle de programme, mais ne parle pas de curriculum. Et aussi, les Français, comme vous savez, parlaient de ce que nous appelons la pédagogie spéciale, alors que dans les pays anglo-saxons, on parlait de didactique et didactisme, ainsi de suite. Chose qui n'était pas connue, pratiquement inconnue dans l'école française, parce que moi, j'ai fait mes études supérieures en Belgique, en Espagne, j'ai fait un doctorat, et le concept de curriculum ou autre chose n'était pas connu, n'était pas utilisé. Ce sont là des concepts, ce sont des normes les normes de qualité n'étaient pas connues chez les Français. Alors, nous sommes venus avec pas mal de projets. Et on a trouvé que il n'était pas nécessaire de garder les réformes anciennes françaises qui étaient dépassées. Bien sûr, la France s'est développée, ils ont commencé à utiliser d'autres méthodes, la notion du curriculum, ainsi de suite. Et par conséquent, c'était quand même, c'était pas facile d'imposer ces nouveaux concepts et ces nouveaux principes. Et l'imposer en arabe. Parce que, pourquoi devrait-on traduire en arabe alors que les Français étaient en train de traduire des anglophones? C'est de la perte du temps, c'est pas d'énergie, alors autant traduire directement de systèmes anglophones. Et il y avait pas mal de magazines, il y avait pas mal d'ateliers de travail que nous avons organisés, pendant lesquels nous avons parlé de ça. Aujourd'hui, personne n'ose écrire un livre sur l'éducation en français. Et ça, c'est un acquis. Qui c'est qui écrit un texte sur les sciences de l'éducation en français? Personne. Même ceux qui écrivent des livres sur l'éducation, l'enseignement, le développement, la formation, sont obligés à les traduire le plus vite possible, parce que grâce aux efforts qui ont été déployés par notre équipe et même au sein du centre de formation des inspecteurs, on a fait en sorte que les sciences de l'éducation soient mieux compris, mieux appréciées, comme le principe du curriculum, comme ça a été bien expliqué par les personnes autour de cette table. C'est-à-dire d'une manière plus... Mais alors ça veut dire, je vous interromps, mais en gros, est-ce qu'on est dans la mauvaise conception? Parce que c'est, merci de nous avoir finalement retracé un peu. Je parlais de logiciel tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vraiment changer de logiciel? Si vous permettez, par rapport à cette question, il y a la conception théorique de comment fabrique-t-on un curriculum, comment fonctionne un curriculum. Il y a les pratiques dans lesquelles on est confronté aux contraintes de terrain.
depuis, comme disait Cédric, depuis le début des années 2000, c'est-à-dire après la charte, on était pratiquement au niveau national, et il l'a bien signalé, c'est la formation, le formatage de nos inspecteurs dans le centre de formation des inspecteurs dans ce nouveau paradigme curriculaire nous a permis d'avoir des cadres au niveau de l'éducation nationale qui sont formés sur ces nouvelles approches pédagogiques et sur ce nouveau paradigme pédagogique. La fabrication d'un curriculum, comme je disais tout à l'heure, nécessite une entreprise de longue haleine. Ça part, je disais, des valeurs, mais aussi des finalités de l'éducation. On forme un enfant en crèche ou à l'école primaire, pourquoi faire? Au collège, c'est pourquoi faire. Au lycée, c'est pourquoi faire. Donc, parmi les premières réponses qu'il faudra apporter avant d'entrer dans les détails des contenus ou des méthodes pédagogiques, c'est quelles sont les finalités de l'école. Et la réponse à cette question, ce n'est pas une réponse qui est apportée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une réponse qui doit être portée par un niveau supérieur. Et on se souvient, au moment après la charte, pour pouvoir élaborer un curriculum national, il fallait traduire la charte dans un texte qui était intitulé les choix et les orientations. C'est un texte qui définit quel est le profil de sortie de chaque cycle scolaire. C'est un document de travail, donc en fait c'est un travail en cascade. On produit une vision par rapport à la réforme, c'est ce qu'a fait le Conseil supérieur, mais une deuxième étape, ça consistera à produire des profils à former. Une fois ces profils sont identifiés en fonction du besoin économique du pays, en fonction de notre temps, en fonction de l'évolution des grands chantiers que vit le Maroc, à partir de ce moment-là, il faudra passer à l'étage suivante. L'étage suivante, on fera appel à des pédagogues, on fera appel à des disciplinaires, des universitaires, pour produire des programmes scolaires, mais des programmes scolaires qui répondent à une commande qui émane de l'étage supérieur. Comme c'est le cas, par exemple, pour les finalités de l'éducation, c'est une réponse à un étage supérieur qui a défini une orientation, une vision pour la réforme de l'éducation. Donc, en fin de compte, on est dans une chaîne de valeurs dans laquelle, au bout de la chaîne, au bout le plus bas de la chaîne, on trouve la classe scolaire, mais en haut de la chaîne, on trouve des choix et des orientations politiques qui sont faits par les politiques, qui sont traduits dans des choix pédagogiques et des orientations pédagogiques, et qui devraient être traduits dans un troisième temps en termes de programme, de contenu, d'activité, de support, de mode d'évaluation, et on va revenir sur chacune de ces composantes. Si je schématise et je résume ce que vous avez dit, est-ce qu'aujourd'hui on est déjà en train de parler d'adéquation avec les besoins du pays et de faire un raccourci directement avec le primaire, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit à avoir déjà une base qui peut être commune et après aller vers des spécialisations? Je veux dire, le concept, est-ce qu'il est déjà à la base? Vous me dites que ce sont des orientations, de grandes orientations pour répondre à des besoins, mais est-ce qu'elles vont avoir un impact direct sur la manière d'enseigner dès le primaire, dès qu'un enfant entre à l'école? Si vous voulez, pour préciser un petit peu ce que vient de dire Chafiri, il faut rappeler les fonctions de l'école. Quand on dit école, c'est-à-dire le système éducatif, dans la vision. Nous avons 5 fonctions. Je crois que c'était... D'abord, il y a l'enseignement, l'apprentissage et le développement culturel. Première fonction importante. Deuxième fonction, la socialisation. Et l'éducation aux valeurs, dont parlait justement c'est Chafiri, les valeurs nationales, les valeurs aussi universelles. Très important. Exprimé dans la Constitution du Maroc. Exactement, tels que ceux qui sont exprimés dans la Constitution. Je vous arrête là-dessus parce que ça peut sembler vague de parler de valeurs, mais qu'est-ce qu'on met sur le mot valeur? Parce qu'on parle souvent de citoyenneté, de civisme, ce genre de choses qui sont des valeurs communes à tous les pays finalement. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des valeurs universelles, mais aussi des valeurs nationales. Bon, il y a des valeurs religieuses, il y a des valeurs autres liées à la culture nationale. Oui, donc il y a les deux pans des valeurs, du système de valeurs. Il y a la formation et l'encadrement, donc important au niveau notamment collégial, formation professionnelle, formation enseignement qualifiant, etc. Il y a la recherche et l'innovation au niveau de tout le système, mais axé surtout sur l'enseignement supérieur, évidemment. Et puis il y a la qualification et la facilitation au niveau de l'intégration économique, sociale et culturelle. Donc les cinq fonctions qui sont les sous-bassements, si vous voulez, de
des missions de l'école. Et puis, il y a les 3 fondements dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'équité et l'égalité des chances, très important, un axe important de la vision. La qualité pour tous, dont nous parlons aujourd'hui, nous allons parler encore davantage, et la promotion de l'individu et de la société. Voilà les trois axes de la vision et qui fondent justement le curriculum, parce qu'on considère que le modèle pédagogique, dans la vision, on considère que le modèle pédagogique est vraiment le cœur de toute réforme. Et c'est ce qui a fait défaut d'ailleurs, relativement par rapport aux autres réformes qu'on a connues, c'est ce qui a fait défaut au niveau des réformes précédentes, au niveau de la mise en œuvre de la charte. Alors Sid Drouish, je vous repose cette question-là, c'est-à-dire que j'ai posé à Assis Chafiri. Est-ce qu'il faut vraiment partir de grandes orientations dès le départ pour fixer des orientations à partir du primaire, si on part du commencement? Est-ce que c'est, on va dire, la bonne réflexion à avoir? Bon, moi, j'estime que pour l'instant, il y a une ambiguïté. Et ce n'est pas clair que ce soit au niveau supérieur. Et au fur et à mesure qu'on descend dans la pratique, on trouve qu'il y a quand même un amalgame. Bon, il y a un manque de clarté dans la vision. Qu'est-ce qu'on veut? La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Que voulons-nous former comme citoyens marocains? Quels sont les objectifs, les grands objectifs auxquels nous aspirons? Est-ce que nous voulons quelqu'un qui est soumis? Est-ce que nous voulons une personne qui est pacifiste, désespérée, ou on veut quelqu'un de développé, créatif? Il y a à maintes reprises, la politique intervient de manière inadéquate ou inappropriée, c'est-à-dire du moins, ne serait-ce que au niveau des contenus ou des programmes. Je vais vous citer un exemple, et il est très important à mon sens. Par exemple, la philosophie dans les années 70, nous avons réussi, après une lutte, de sorte à ce que la philo soit enseignée en arabe. Il y avait les Français qui n'avaient pas apprécié cela, il y avait ceux qui aimaient la francophonie qui aussi voulaient que tout soit enseigné en français, et ils disaient c'est pratiquement impossible que la philosophie soit enseignée en arabe, sachant que la philosophie a ses origines en arabe, avant qu'il soit... Après, on a marginalisé la philo. Et à un moment donné, on allait même laisser tomber les cours de philosophie, carrément les écarter du programme. Et ils ont proposé les études islamiques et ils ont laissé la philo jusqu'à la fin. Ils savaient pertinemment que en 9 mois, on ne pouvait jamais atteindre la période où on allait commencer la philosophie comme cours. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'à l'époque, un philosophe est un athéiste, un étudiant qui apprend la philo va peut-être changer de religion, de passer à la gauche et tout ça, être un communiste, je sais quoi. Mais c'était de fausses idées et voilà, ça c'est... Si on avait continué à enseigner la philo comme on l'avait fait dans le passé, on n'aurait pas eu les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui parmi les jeunes. Et tout ce qui va avec. Et si on avait enseigné l'éducation islamique dans le contexte de critique, le Marocain qu'on voulait développer aurait été meilleur que le Marocain que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des orientations de Sa Majesté le Roi. Il y a le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Waqf et des Affaires islamiques de revisiter les programmes des études islamiques. Et ça, c'est très important. Et en réalité, à mon sens, le message royal contient non seulement une révision des programmes des études islamiques et un peu avec de nouvelles orientations, faire en sorte que ces programmes soient plus ouverts, plus pacifistes, c'est-à-dire ce que
réclame la philo en quelque sorte. Alors ça, c'est un appel pour que change tout les programmes d'histoire. Aujourd'hui, par exemple, l'histoire ne sont pas moins importants que la philo. Vous savez ce qui se dit autour de l'histoire. Sur le point de la philosophie, c'est vrai que c'est un point qui est assez central. C'est vraiment la matière qui ouvre l'esprit, qui permet de... Même si dans le système français, la philosophie n'est enseignée qu'une année, et que bon, aussi, pour l'avoir vécu, c'est plus de l'histoire de la philosophie que de la vraie philosophie. C'est après les gens qui veulent faire de la philosophie font des études de philosophie. Mais c'est pas... Est-ce que ça serait vraiment un tournant aujourd'hui de pouvoir allier, comme a dit Cédric, en même temps le challenge de réformer l'éducation islamique et en même temps de le coupler à la philosophie? C'est certain qu'on a besoin, dans cette étape historique de notre pays, de la pensée de lumière, et qui peut provenir, que ce soit de la pensée religieuse émancipée ou de la pensée philosophique. Même dans la pensée philosophique, on peut trouver aussi une pensée rétrograde quelque part qui est encadrée par des doctrines philosophiques. Si vous permettez, je reviens à la question que vous avez posée. Est-ce qu'on a besoin de toute cette complexité pour arriver à l'école primaire et produire des programmes et des contenus pour l'enseignement primaire? Parce que la première pierre, elle est quand même là. En fait, ce qui est vu par l'acteur, par le concerné. L'acteur, c'est l'enseignant. Le concerné, c'est surtout les familles. C'est les documents qui sont en circulation à l'étage de l'école. Au niveau de l'école, beaucoup de personnes confondent curriculum avec manuel scolaire. En fait, le manuel scolaire devrait être une traduction fidèle de l'esprit du curriculum. S'il l'est, dans ce cas, on peut dire que, au niveau de l'enseignant, au niveau des parents, il suffit de parler de manuel scolaire ou du programme scolaire et ça résume toute la philosophie et toute la démarche de construction de citoyens de demain à travers ces contenus. Mais lorsque l'écart se creuse entre ces outils qui sont véhiculés, qui sont véhiculaires du curriculum, qui sont les programmes scolaires et les manuels, et les visions qui sont exprimées ou les choix qui sont exprimés, lorsque l'écart est grand, les gens ne voient que les parties négatives qui, dans les programmes actuels, apprendre à un enfant du primaire la propreté par exemple, l'hygiène, la santé, ce sont des valeurs. Et ce sont des valeurs qui ne peuvent pas découler de n'importe où. Ils découlent d'un certain choix de société, d'un certain choix de citoyens qu'on veut former. Ce sont des valeurs qui ont un intérêt, même s'ils sont finales. Il y a, au terminal, la santé par exemple, c'est une valeur terminale. Mais la propreté, c'est une valeur instrumentale qui nous permet d'arriver à cette valeur qui est une valeur terminale. La construction des contenus qui sont destinés à l'enfant du primaire, par exemple, une des questions qui est revenue pendant ces dernières années à plusieurs reprises, la question de l'appartenance au pays, se sentir comme Marocain. Pour qu'un enfant se sente comme Marocain, il faudra que tout ce qu'on a exprimé dans la philosophie de l'éducation soit traduit dans les programmes scolaires, mais aussi dans les activités de classe, dans les activités scolaires. Si la traduction n'est pas bonne ou n'est pas adéquate, là, on est dans un déphasage entre des choix qui sont prescrits, qui sont annoncés par le ministère de l'Éducation, et ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça qu'on a besoin, à chaque fois qu'il y a des conflits dans la société, en fait, vous savez, les citoyens, ils sont différents, et chaque citoyen peut aspirer à un projet de société qui lui est propre. Bien sûr, nous adhérons tous à un projet de société dans lequel la modernité a sa place, mais on trouve aussi dans la société des gens qui n'adhèrent pas à ces choix. Donc, pour pouvoir arbitrer les conflits qu'on peut avoir au niveau des établissements scolaires, au niveau de la pratique des programmes scolaires, nous avons besoin d'un document de référence. Et ce document de référence, on ne l'utilise pas chaque jour, mais on l'utilise chaque fois qu'on en a besoin, chaque fois qu'il faudra faire un arbitrage entre des belligérants à propos de ce qui est enseigné dans l'école ou ce qui a été enseigné dans une école. Il y a un point que je relève sur l'intervention de Cédric, de savoir ce qu'on veut. Vous l'avez dit, est-ce qu'on veut un citoyen qui soit pacifiste, un citoyen qui soit
critique. Je voulais juste une réaction d'une téléspectatrice qui nous dit: la réforme curriculaire est venue à temps, elle permettra à nos enfants d'acquérir des connaissances, des compétences et des qualifications critiques pour réussir leur intégration dans la société en général et dans le monde de l'emploi en particulier. Est-ce qu'on va aujourd'hui avoir le courage de se dire on veut développer l'esprit critique? Vous parlez d'innovation, l'esprit d'innovation, ça veut dire avoir un esprit critique de remise en question et de réflexion. Aujourd'hui, le système ne le permet pas? Si, moi je crois que maintenant on a dépassé un petit peu ce questionnement. Qu'est-ce qu'on veut au niveau de la vision, même auparavant au niveau de la charte, on parlait de l'école comme étant l'outil de formation d'une part d'un citoyen, un sujet citoyen, un acteur au niveau de la société, qui est justement un esprit critique, un esprit qui sache réfléchir, être autonome, etc. Un certain nombre de caractéristiques liées à la formation. Et je crois que maintenant on veut cela, parce que c'est écrit partout, en tout cas au niveau des textes, ça existe. Au niveau des choix et des textes, ça existe. Donc, il faut que le curriculum suive, justement. Or, ils ne peuvent pas suivre si on met tout l'effort au niveau de l'acquisition des connaissances. Maintenant, il faut alléger, justement, et surtout avec les technologies modernes, avec toute la profusion de savoirs qui existent, on peut alléger le quantitatif, la quantité de connaissances en faveur de l'introduction de la méthodologie, d'un esprit méthodique et bien fait. Et cela, c'est possible d'abord en faisant un choix éclectique des méthodes pédagogiques. C'est-à-dire que mais alors sur quoi on va se baser justement? Je le disais tout à l'heure, en revenant un peu dans l'histoire, on s'est basé sur le système français. Il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant: mais pourquoi on est constamment lié à ce système pédagogique français? Pourquoi on ne s'en détache pas d'avoir plus d'influence sur le modèle anglo-saxon? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que le système français a évolué dans le temps. Hein, ils ont même une espèce de réformite, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de faire mais vous disiez qu'on est resté sur le système à la base. Mais nous, on n'a pas, au niveau des curriculums, on les revoit. Normalement, déjà, un curriculum doit être revu en moyenne tous les 5 ans. Mais depuis quand on l'a pas revu? Depuis 2000. Depuis une quinzaine d'années. 2000. Depuis 1950. Oui, d'accord. Honnêtement, c'est depuis 1956 qu'on n'a pas réformé. Il y a une question qu'il faut se poser. Et je crois que M. Shafir a fait allusion à ça. C'est que depuis la charte et entre la charte, ce qui est fait par le ministère de l'Éducation, parfois elle laisse de côté la charte. Elle oublie la charte. Alors, entre la charte et ce que fait le ministère de l'Éducation nationale et ce que offre le manuel scolaire, chaque fois, il y a quelque chose qui manque. Quand elle est posée au premier, et quand on le traduit en un manuel, il n'y a que 20% du contenu du curriculum qui est enseigné en classe. Parce que c'est quoi les priorités de la charte? Revenons à la charte. Et par conséquent, vous diminuez des valeurs, des orientations, des grandes orientations, de la vision. Et par conséquent, ces concepts passe au manuel et devient de plus en plus pauvre et appauvri. Et quand vous la remettez au prof, il est très important que le prof ait son apport. Malheureusement, le prof, on ne lui donne pas quand même l'importance auquel il a droit. Et ce n'est pas la peine qu'on rentre dans ces détails aujourd'hui. Le prof ou l'instituteur a le droit d'enseigner le programme comme il le voit, comme il l'entend, lui. Ce que nous appelons le programme conceptuel. Par exemple, vous pouvez lui dire: voilà les principes généraux, voici les objectifs, voici les valeurs, mais il lui incombe d'enseigner comme il veut.
Parce que pourquoi est-ce qu'on met un prof avec les étudiants en classe pour qu'ils soient libres? Parce qu'il y a un texte qui dit on ne peut pas contrôler un prof de manière strict. Parce que ça n'a aucun sens. Parce que lui, il voit les choses en fonction de la classe, de son contexte, sa propre philosophie, ses propres convictions, ainsi de suite. Lorsque l'étudiant reçoit ce que lui offre l'instituteur ou le professeur, il le reçoit d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est important. Ce que nous disons dans la charte et les priorités qui sont définies au niveau théorique. Et quand on passe au manuel scolaire et la réalité dans la classe, eh ben, c'est pas la même chose. Alors, justement, parfois, il y a quand même un appauvrissement de ce qui a été conçu dans la charte et ce qui se fait dans Alors justement, la classe. à ce sujet, j'ai Khadija sur la page Facebook qui nous dit pour réussir la réforme curriculaire, il faudra organiser des sessions de formation aux encadreurs et enseignants, sensibiliser, informer les acteurs communautaires en vue d'une mise en œuvre inclusive des nouveaux curricula. On voit bien que cette dimension de pouvoir activer les leviers sur le terrain sont extrêmement importants. Je vous ferai réagir là-dessus juste après la pause. La réforme des curricula, pourquoi et comment? C'est le sujet que nous traitons ce soir dans 60 minutes pour comprendre si vous venez de nous rejoindre. Alors, Sismili, vous vouliez réagir à ce que disait Sidrish tout à l'heure par rapport à finalement que ce qu'il y a entre les orientations, ce qu'il y a dans la charte et finalement ça s'égrène pour arriver sur le terrain, dans les classes, et on voit bien qu'il y a, je dirais, ça perd à la traduction, quoi, comme on dit. C'est juste ce que dit Sidrish, il y a un décalage entre le curriculum théorique et la pratique de la classe. Mais il y a un autre décalage au niveau un autre aspect du curriculum qui est les normes nationales, les normes pédagogiques nationales. C'est-à-dire quand on décrit par exemple les compétences de sortie d'un cycle d'une année. Ben, je vous donne un exemple que je connais bien au niveau de la langue française par exemple. Il est dit qu'à la fin du collège, l'apprenant aura acquis les bases de la langue française. Et que lorsqu'il accède à la première année du qualifiant, il commence à étudier les œuvres parce que il n'a plus besoin, il est compétent au niveau linguistique. Ce qui est absolument faux quand on sait par exemple le niveau des bacheliers, vous savez vous-même au niveau de ce que vous avez dit tout à l'heure, on est loin d'avoir acquis. Donc, ce qui veut dire que mais ça, en fait, c'est le business model actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'à la fin du secondaire, on est censé maîtriser la langue française. Mais ça veut dire que les exigences sont trop fortes pour le curriculum, et donc on ne peut pas reprocher à l'apprenant de ne pas avoir acquis, et ça fait d'ailleurs, c'est la raison essentielle de l'échec et des déperditions qu'on connaît. Parce que les exigences, d'une part, sont fortes, et peu d'élèves arrivent, ou d'apprenants arrivent à les suivre et à les acquérir les compétences de sortie telles qu'elles sont décrites dans les normes. Ça, c'est un problème réel, un problème important, qui fait qu'il y a seulement ce décalage théorique dont parle Cédric, mais il y a aussi un autre décalage de la pratique. Même si le professeur voulait vraiment, avec toute la volonté du monde, arriver à ce résultat-là, il n'y arriverait pas parce que c'est surdimensionné par rapport à la réalité de la classe. Alors, le problème de la langue, c'est un gros volet qui, justement, on a bien vu pendant ces derniers mois ce que ça, et puis pas ces derniers mois, mais depuis des années et des années, on parle d'arabisation. Là, on a annoncé la fin de l'arabisation. Aujourd'hui, est-ce que c'est la fin de l'arabisation ou la fin de la défrancisation? C'est un peu de quelle manière on peut concevoir la chose. Aujourd'hui... Si vous permettez, avant peut-être de tourner la page et regarder vers le futur, j'aimerais bien réagir par rapport à ce que disait Cédric. Les 12 années que nous avons vécues entre 2000 et 2012 étaient des années infernales pour le ministère de l'Éducation nationale. Parce que les objectifs qui ont été annoncés dans la charte étaient des objectifs d'un niveau très haut par rapport aux capacités des structures, que ce soit au niveau central, mais au niveau régional et au niveau des établissements scolaires, pour pouvoir réussir la réforme telle qu'elle a été préconisée. Et je ne pense pas personnellement que le ministère a tourné le dos à la charte. Le ministère, il a fait avec les moyens dont il avait à l'époque pour pouvoir réaliser toutes les préconisations qui sont inscrites dans la charte. Il y a des moyens qui sont demandés pour réaliser une réforme. Le nombre d'enseignants, par exemple, que vous avez, il est ce qu'il est.
Si vous voudrez élargir l'assise d'enseignement d'une discipline scolaire ou d'une langue, si vous ne disposez pas d'enseignants, vous allez vous restreindre à une opération arithmétique toute simple, c'est diviser le nombre d'enseignants par le nombre d'heures à enseigner par le nombre d'enseignants que nous avons. Donc je pense que pour ne pas causer de préjudice aux gens qui ont souffert pendant ces 12 années à mettre en place la réforme, qui ont pu réaliser des choses, mais qui ont échoué sur d'autres choses. Et c'est tout à fait normal, c'est un travail humain. Pour ne pas porter de préjudice à ces personnes, il faudra dire qu'il y a eu des réussites sur lesquelles, et d'ailleurs la vision qui émane du Conseil supérieur nous recommande de consolider les acquis, construire sur les acquis, mais corriger tous les dysfonctionnements. Et si vous permettez maintenant, pour se projeter par rapport au futur, dans cette chaîne de production de curriculum scolaire, des objectifs ou des finalités jusqu'au travail dans la classe, il faudra qu'il y ait des boucles, des rétroactions. Si on n'a pas de boucle, on peut être dans l'erreur et rester pendant longtemps. Mais si on met en place, si on prend les précautions de mettre en place des boucles qui corrigent les process et qui corrigent les choix, je pense qu'on réussira cette fois-ci. N'oublions pas qu'en 2000, c'était la première fois depuis l'indépendance du Maroc qu'il y a eu la grande réforme de tous les programmes scolaires, de tous les niveaux et de tous les cycles. On ne peut pas juger le système éducatif sur une seule réforme, une seule grande réforme. Maintenant, on est à la veille d'une seconde réforme, donc c'est une deuxième génération de réforme de l'éducation, et par rapport à cette deuxième génération, nous avons besoin de capitaliser, d'ailleurs, la participation. Prenons juste le cas des concepteurs des manuels scolaires. Avant 2000, avant la réforme, il y avait environ 200 personnes qui produisaient les manuels scolaires. Et c'était des anonymes. Sur les manuels scolaires, il n'y avait pas de nom. C'était des gens qui sont désignés par le ministère. Personne ne les connaît. Ils obtiennent bien sûr leurs droits d'auteur des éditeurs, mais c'était 200 personnes. Après la charte, lorsque la libéralisation de la conception, le manuel scolaire, il est toujours sous le contrôle du ministère, il est homologué par le ministère. Mais lorsqu'il y a eu libéralisation de la conception, on est passé de 200 à presque 10 000 concepteurs. Et sur les 10 000 concepteurs, plus de 10 000 concepteurs ont vu leur manuel homologué par le ministère. Cette extension de la participation des acteurs dans les affaires pédagogiques, c'est un acquis pour nous. C'est un acquis qu'il faudra consolider, il faudra corriger. La question de multiplicité de manuels, il faudra y revenir et voir quels sont les avantages et les inconvénients. Mais cette ouverture à l'innovation auprès des enseignants, des éducateurs, des universitaires, a porté beaucoup de choses, un son nouveau au ministère et à l'éducation nationale. Il faudra en profiter pour le futur. Avant qu'on parle de la langue, parce que vous m'aviez permis d'introduire la question qui est extrêmement importante, juste vous faire réagir sur la multiplicité justement des acteurs dans la rédaction des manuels scolaires. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Parce qu'on peut se poser la question quand on voit ça de haut et se dire, mais finalement, comment on arrive à unifier tout ça et comment on arrive à avoir quelque chose de cohérent? Il va de soi que cette notion, bien avant qu'on ait un niveau scolaire d'abord unifié. Alors, M. Smili avait dit auparavant qu'on cherche une école d'avenir. Moi, je crois que ça, c'est pas... Ça, c'est du blabla, en d'autres termes. Alors, depuis 56, et nous sommes en train de demander l'unification du système. Il y a des programmes, des méthodes, et dans l'enseignement public, il y a des différences. Oublions les manuels, il y a pas mal de différences entre le rural, l'urbain, les villes, les régions. Vous avez le programme des écoles privées, vous avez le programme des écoles publiques. Alors on va y revenir justement, juste sur le pont entre le public et le privé. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans la réalité? On remarque que il y a quand même la manière dont ce sujet est géré n'est pas bonne.
Parce qu'il y a des écoles privées qui ont commencé à enseigner des langues étrangères avant que le programme ne le permette, ou la charte ne le permette, avec une pression des parents, des élèves, surtout une classe sociale précise. Ils ont pris leurs enfants des écoles publiques et ils les ont mis dans des écoles privées. Alors quand on voit les écoles françaises, américaines ou anglaises, on trouve que les enfants sont dans un autre monde, dans d'autres valeurs et d'autres principes, des principes qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons dans nos écoles. Ce qui veut dire que, par exemple, vous pouvez dire, que représente le secteur privé dans l'enseignement? L'augmentation quand même, et les aspirations des gens à inscrire leurs enfants dans les écoles privées augmentent. C'est très important. C'est ce qui va être ceux qui vont gouverner le pays dans l'avenir. Ce sont ces 10% et non pas les 90% qui sont dans les écoles publiques. Alors, qu'est-ce qui appauvrit le public aux dépens? Rappelez-vous, il y a des écoles, 3 000 dirhams, 4 000 dirhams, ils ont introduit la musique, la danse, le théâtre, les dessins, les bus. Vous avez des parents qui payent 5 000 dirhams par mois par enfant. C'est-à-dire, quel est le programme? Qu'est-ce qui va régner dans l'avenir? Quelles sont les valeurs qui vont devenir plus importantes? Eh bien, c'est les valeurs que vous voyez dans les écoles privées. Et à mon sens, ce sont des choses très importantes. Et il va falloir... Si ça fait par rapport à ça, parce que je voulais... Et 6 millions ensuite. Par rapport aux établissements d'enseignement privé, on va pas revenir sur les choix. Le choix libéral du Maroc, ouvrir les portes aux investisseurs dans le domaine de l'éducation pour épauler aussi l'État. L'État à lui seul ne peut pas offrir une place pédagogique à tous les enfants tels qu'ils la souhaitent. L'école publique, il fait ce qu'il peut. Mais les parents, les familles, ils ont le droit de faire un choix pour leur enfant dans une école qui offre un plus par rapport à l'école publique. Ce qu'il faudra signaler à ce niveau-là, c'est que les établissements privés sont dans l'obligation de respecter le curriculum national, qui est un curriculum du ministère de l'Éducation. Ils ont la possibilité de l'enrichir par des livres, par des activités qui ne sont pas programmées. Mais le respect en totalité du programme national, c'est une obligation. Et les missions d'inspection... Sauf les missions étrangères. Hein? Sauf les missions étrangères. Sur les missions étrangères, il y a 20 000 élèves. Sur 7 millions d'élèves. Ça, c'est un iota dans le... Et c'est un choix des familles. Oui, mais si on revient à la conception de Cydalus, c'est en gros, est-ce que ces écoles-là forment les élites de demain, justement, ce qu'il était en train de nous expliquer, et avec des valeurs qui sont différentes de l'école publique ou alors des autres écoles privées? Si vous parlez des élites, voyons par exemple... Je les mets avec des guillemets. Ah oui, voyons nos gouvernements, combien de ministres sont issus de l'enseignement des missions d'enseignement privé et combien sont issus de l'enseignement public. Et combien mettent leurs enfants dans les missions? Ah oui, mais ça c'est quand même quelque chose qui est assez significatif. Jusqu'à maintenant, l'écrasante majorité des leaders, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'État, viennent de l'enseignement public, non pas de l'enseignement privé, ni des missions culturelles. Ça, c'est une donnée sûre. Bon, Moulay Youssef, vous avez maintenant, c'est de l'enseignement public. On ne peut pas... Dans des écoles, il y a une orientation assez spéciale. On y reviendra. J'aimerais revenir à la question de la réforme de manière générale, avant d'arriver aux langues ou à la question de l'enseignement privé. La charte a été mise en vigueur à partir des réformes de 2000. On s'est rendu compte à plusieurs étapes, 2005, 2008, 2013, qu'elle n'était en fait réalisée qu'à un taux très faible par rapport à... pourquoi en fait? Pour au moins deux raisons. La première, c'est que la charte n'avait aucune dimension contraignante par rapport au pouvoir exécutif, par rapport au ministère. Donc les différents ministres l'ont prise chacun par un bout, alors que la charte
insisté sur l'aspect global de la réforme. Ça a été saucissonné, et donc ça n'a pas abouti dans sa globalité. Deuxièmement, il n'y avait pas, à mon avis, et je crois que c'est l'avis du Conseil, d'une manière générale, assez de mobilisation autour de la charte. Et donc ça n'a pas été... les enseignants essentiellement ne se sont pas appropriés la charte parce qu'il y a eu un retard au niveau de la communication, il n'y avait pas eu de mobilisation alors qu'on parlait de la question nationale, la question nationale après la question territoriale, etc. Donc ça c'est ça. Maintenant, après 15 ans, on se rend compte, d'abord la vision s'inscrit dans la continuité, c'est une donnée essentielle. Mais il y a 15 ans, il y a une évolution, ne serait-ce que parce qu'il y a une évolution du numérique, il y a une évolution de la relation pédagogique, etc. Et donc, on a essayé, premièrement, d'être raisonnable au niveau de nos ambitions de réforme, c'est-à-dire qu'on ne demande pas la lune, on demande des choses qui sont à la portée d'un pays du niveau du Maroc. Mais évidemment, pendant, c'est qu'on est en train d'étudier, par exemple, le financement du système éducatif, le coût de la réforme, etc., pour qu'on puisse réaliser la vision. Le deuxième avec un budget alloué à l'éducation en baisse cette année. Ce n'est pas le budget de la réforme. Non, c'est pas le budget de la réforme. Mais bon, du ministère. Ça donne un signal quand même. Non, ce n'est pas un signal, parce qu'il y a d'autres signaux par ailleurs qui montrent qu'on tient à la réforme. Deuxièmement, on est en train en ce moment, il y a une commission présidée par le chef du gouvernement qui travaille sur une loi cadre qui va donner une dimension juridique ou législative et contraignante de la vision. Et donc ça sera quelque chose de permanent, quel que soit le ministre qui arrivera dans quelques mois ou celui qui suivra dans 3 ou 4 ans. Plus de plan d'urgence dans les années à venir, comme on a pu les connaître. Moi, j'ai quelque chose de très important et très dangereux. D'abord, cette réforme qui a démarré avec une vision qui peut être discutée et débattue. Parce qu'il y a deux visions, il n'y a pas une seule vision. Vous avez la vision du ministère qui est sous la table et vous avez la vision officielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous la table? table? Alors, pour ce qui est des curricula, à un moment donné, il fallait qu'on ait un modèle sur lequel on va se baser. C'est comme ce qui va pousser l'engin à rouler. D'abord, on travaillait avec un curriculum qui est très traditionnel, classique, et on est passé à un curriculum c'est-à-dire enseignement avec des objectifs. C'est-à-dire enseigner avec des objectifs, c'est-à-dire on connaît exactement ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut, le cours, comment rédiger les manuels. Après, on est passé d'un objectif par compétence. Enseignement par compétence. Et vous le connaissez bien sûr. Et après, on est passé à un nouveau système, ou un nouveau c'est-à-dire la pédagogie mixte, ou d'intégration, intégrée. D'abord, ces passages ne se faisaient pas d'une manière subtile ou flexible. Passer d'un système à un autre, d'un curriculum à un autre, d'un programme, il n'y avait ni évaluation, ni contrôle, ni rien. On avait un système, et puis on est passé à un autre. On ne sait même pas pourquoi on est passé à l'autre, alors qu'on n'a même pas évalué le précédent. Alors, on a arrêté par la compétence et on a dit que ça c'est quelque chose de nouveau, c'est un développement, alors que c'est pas vrai à mon sens, c'est l'enseignement, la pédagogie
intégré. Alors ce sont là des phases. On se demande d'où proviennent ces programmes. Quel est le rôle des bailleurs de fonds? Quel est le rôle des gens qui sont derrière ces changements-là? Non, mais on va laisser répondre Chaferi du ministère de l'Éducation. Je vais réagir. Je vais réagir par rapport à ce que vient de dire Sid Delij. En fait, il n'y a pas de réforme annoncée et de réforme sous la table. Sid Delij, par son clin d'œil, il veut parler de la vision et des mesures prioritaires qui sont prises par le ministère, disant qu'au moment de l'élaboration de la vision, le ministère était partie prenante dans cette élaboration. On est représenté en tant que ministère de l'Éducation nationale par le ministre et le ministre délégué, par des directeurs d'académie, par des directeurs de centres de formation des enseignants dans le Conseil supérieur de l'éducation. Cette osmose entre l'instance constitutionnelle qui est le Conseil supérieur et le ministère s'est concrétisée à travers un travail que nous avons fait en interne. Nous avons voulu anticiper par rapport au travail qui était mené par le Conseil, puisque les délibérations du Conseil, moi personnellement j'ai été invité 2 fois par la commission des curricula au niveau du Conseil supérieur pour faire des présentations et pour discuter avec les membres. Donc lorsqu'on a concocté ces mesures prioritaires, en fait c'était pour annoncer la mise en œuvre de la vision stratégique. Je vais prendre un exemple pour bien expliquer aux téléspectateurs. Prenons le cas de réforme des programmes scolaires par rapport à l'enseignement des langues. Si on prend la langue officielle, puisqu'on a 2 langues officielles, l'arabe et l'amazigh, sinon on prend l'arabe, les résultats de nos élèves en langue arabe, ils sont très faibles. Ils sont très faibles, les évaluations nationales, les évaluations internationales dans lesquelles on participe, là aussi... Ce qui est très grave en soi. Ce qui est très grave. Donc il fallait s'attaquer à cette question, il ne fallait pas attendre qu'on ait la vision, qu'on ait la loi cadre, qu'on ait des commissions de programme, puisque ce sont des petites réformes qui touchent soit une méthode d'enseignement, soit des contenus qu'il faudra adapter, soit une formation des enseignants, c'est-à-dire des petites interventions éducatives qui vont nous aider à préparer le terrain. En plus, et là je pense qu'il faudra combattre une certaine idée au Maroc que les gens ont lorsqu'on parle d'expérimentation. Lorsqu'on veut mettre en place un curriculum, dans tous les pays dans lesquels il y a des systèmes éducatifs performants, avant la mise en œuvre des réformes, il y a des établissements qui sont choisis comme établissements pilotes pour mettre en œuvre l'expérimentation de ces programmes et pouvoir les corriger avant de les généraliser. Mais alors, c'est juste parler d'évaluation. Déjà, on n'a pas pu évaluer. Est-ce qu'on a des méthodes d'évaluation? Alors, lorsqu'on a des chiffres qu'on voit apparaître dans la presse avec les études de think tank américains qui disent que 60% des enfants ne tirent rien de leurs études dans le cycle primaire et secondaire, là, on a une évaluation qui nous saute à la figure comme ça, mais est-ce qu'il y a un vrai baromètre qui nous permet justement de juger de l'efficacité d'une réforme? Nous avons au niveau du Conseil une instance nationale d'évaluation qui a produit un rapport analytique sur la mise en œuvre de la réforme de 2000 à 2013 et qui a évalué effectivement un certain nombre d'éléments au niveau du process. Il ne faut pas évaluer juste le produit. Le produit, ce sont les acquis des élèves. Il faudra les évaluer pour avoir une idée sur le process dans sa globalité. Mais il faudra évaluer aussi chaque segment du process pour voir là où ça ne marche pas, pour pouvoir intervenir à temps. Alors, il nous reste quelques minutes, il faut vraiment parler de la langue. Hein. J'aimerais vraiment parler de... Oui. Si vous permettez, je peux... Alors, je fais réagir. Juste présenter un petit peu la vision de l'approche au niveau des langues, la vision du Conseil. D'abord, il y a 2 fondements essentiels au niveau de cette approche. C'est que c'est dans l'axe de l'égalité des chances, l'équité et l'égalité des chances. Et deuxièmement, c'est un choix. Les choix qu'on a faits sont des choix conformes à la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution, dans son article 5, parle de 2 langues officielles, qui sont par chance pour le Maroc en même temps 2 langues nationales, c'est-à-dire qui portent la culture nationale, et les langues étrangères les plus utilisées dans le monde. Ça, c'est clair, avec des fonctions précises. Donc nous, on s'est adossé à
à cet article de la Constitution. Alors, il est clair dans la vision que l'arabe est une langue, reste une langue enseignée, comme langue officielle, langue enseignée, et langue d'enseignement. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ah, oui, mais disons, une langue enseignée et une langue d'enseignement dans tout l'enseignement scolaire, depuis le CP jusqu'au baccalauréat. Maintenant, on a introduit un concept. Alors, la langue amazigh est une langue enseignée, obligatoire, dans le cycle primaire pour le moment, avec une option à moyen terme de l'étendre au collège. Les langues étrangères. On est parti de l'idée que, d'abord, on est parti d'un bilinguisme qui était en vigueur dans l'école à un plurilinguisme. On ne parle plus de la langue française comme la seule langue étrangère, mais il y a une deuxième langue étrangère qui est devenue une langue obligatoire également, c'est l'anglais. L'anglais qui va être introduit comme langue d'enseignement à partir de la première année du collège à court terme maintenant, et à moyen terme à partir de la... Ça nous fait donc 4 langues. Attendez. Attendez que je finisse, s'il vous plaît. Donc il y a la langue... l'anglais qui est introduit à partir de la première année du collège à court terme et à partir de la 4e année primaire à moyen terme. Et au lycée, l'élève peut choisir, ou l'apprenant peut choisir une 3e langue étrangère, qui peut être l'espagnol ou l'allemand ou l'italien, etc. Pour les langues d'enseignement, on a introduit un concept nouveau pour le Maroc, en fait, il est pratiqué ailleurs, en Europe notamment, le concept d'alternance linguistique. C'est-à-dire que dans certaines matières, scientifiques ou autres, pour régler le problème surtout, résoudre le problème du passage du secondaire au supérieur, qui a causé évidemment des ravages, au niveau des apprenants. Et donc, on a introduit l'idée de cette alternance linguistique qui permet, à court terme, à partir du lycée, d'enseigner des modules ou des parties de discipline dans une langue étrangère, notamment en français dans un premier temps, et dans un second temps, au niveau du lycée, en anglais aussi. Donc, on a choisi comme langue partiellement langue d'enseignement, le français et l'anglais. Ceci est pratiqué aussi dans d'autres pays, le système EMIL en Europe par exemple, dans cette possibilité de faire apprendre la langue étrangère en la pratiquant comme langue d'enseignement. Alors, est-ce qu'on a le même rapport, je vais vous poser la question, vraiment il nous reste très peu, parce que sur la question de la langue, ça devrait faire une émission à part entière. Est-ce qu'on doit considérer le français de la même manière que toutes les autres langues étrangères dans un pays comme le nôtre, où on le voit bien, nous sommes ici sur une chaîne marocaine, nous parlons en français, je suis le matin à la radio dans une émission radiophonique en français, on a des grands organes de presse en français, les panneaux, on voit bien que le français est plus présent que n'importe quelle autre langue étrangère. Est-ce qu'il faut la considérer? Est-ce qu'il ne faut pas lui donner un autre nom que cette langue étrangère, langue usitée, langue du business, langue autre? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que le problème est plus compliqué qu'on le pense. Et l'école, telle qu'elle est aujourd'hui, ne peut que continuer dans ces problèmes de langue. Comme qui s'est passé au Parlement, il a fallu faire appel au roi pour arbitrer, un arbitrage royal. Alors, si les multinationales, les grandes sociétés à Casa et à Tanger, à Rabat, à Agadir, et ainsi de suite, si toutes ces sociétés, les banques, l'économie en général, fonctionnent en français au Maroc. Tous nos ministères, à l'exception de 2, ont toutes leurs versions français, arabe, amazigh. À part le ministère de la Justice et les Habous, plus ou moins d'autres secteurs, la vie, les appels d'offres, les travaux, l'expertise, il faut, ça a été à parler, d'abord l'expertise internationale et son rôle dangereux. Qu'est-ce qu'on demande à des bureaux d'études étrangers? Vous savez, le programme, il a été
préparée par les Français. Là, la pédagogie d'intégration qui a été développée par des Belges. Ce sont des bureaux d'études à qui on consacre des budgets colossaux. Vous êtes obligé d'interrompre. Je vais donner le dernier mot au ministère, parce qu'il nous reste 1 minute. Je suis désolé de vous interrompre. Et nous sommes en direct. Deux points par rapport au curriculum actuel qui a été élaboré en 2000. Il a été élaboré par des Marocains, universitaires, pédagogues, inspecteurs. Il n'y avait aucune intervention étrangère pour l'élaboration. C'est vrai qu'au moment du programme d'urgence, il y a eu un bureau d'études, une expertise technique qui a accompagné le ministère. Par rapport à la question des langues, le choix qui a été fait par le Conseil supérieur, c'est un choix très judicieux. Il prend en considération la constitution du royaume, mais c'est un choix qui sera coûteux. Il faudra avoir les moyens pour le mettre en place. Si je prends rien que, par exemple, la généralisation de l'anglais au niveau de l'enseignement collégial. Maintenant, l'anglais est enseigné en 3e année de collège. Si on veut la généraliser en 1re et 2e année de collège, il nous faudra entre 5 000 et 6 000 enseignants de langue anglaise. Donc, 5 000 enseignants par rapport à ce qu'on a comme nombre de postes budgétaires qui tournent autour de 7 000 chaque année, tout cycle et toute discipline confondue. Autrement dit, si on... Beaucoup de moyens à mettre en œuvre. On finira sur ce chiffre-là, on en refera une autre, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu traiter. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir dans 60 minutes pour comprendre. La rediffusion à 22h40. Si vous nous avez pris en route, comme d'habitude, et on se retrouve demain.